Voilà, on va peut-être pouvoir commencer notre deuxième journée, puisque je vois que nos deux intervenants sont là, donc François Bousquet et Marc Léandri, qui est en train d'arriver. Il y a eu un petit peu de retard ce matin, donc Laurent Dalmas arrive, Marc Léandri va arriver juste après. Donc on va tout d'abord faire des rappels de programme sur cette journée, avec des horaires qui ne sont pas tous inscrits dans le programme et que Jessie m'a demandé de rappeler. Donc nous avons cette première session qui est une session de synthèse et mise en perspective et introduction au débat qui va aller de 9h15 donc à 10h30. Donc voilà, une séance qu'on va commencer donc avec François Bousquet et Marc Léandri. François va nous parler du thème innovation, agriculture et changements globaux. Il a à la fois assisté aux séances, il a lu les papiers, il va nous dire ce qu'il retient comme idée dans ces papiers, essayer de dégager une certaine synthèse et de tracer des perspectives et de lancer peut-être des idées ou des questions pour un débat. Alors François Bousquet, je ne sais pas s'il faut le présenter, beaucoup le connaissent. C'est un chercheur du CIRAD Green, donc qui est la grande équipe modélisation, environnement, ressources naturelles et société du CIRAD à Montpellier, qui a été fondée déjà une bonne vingtaine d'années par Jacques Weber. François Bousquet a intégré cette équipe à son départ. Il venait en fait de l'IRD Bondy, où il avait fait une thèse pratiquement de démarrage, de lancement des systèmes multi-agents en France, notamment avec Ferber, avec Christian Mulon. Et cette thèse portait déjà sur l'Afrique, notamment sur les pêcheries du delta intérieur du Niger. Et ensuite, François a donc intégré Green. Il a continué à travailler sur les systèmes multi-agents, sur le développement avec d'autres personnes, des informaticiens de la plateforme de modélisation CORMAS. Et il s'est peu à peu de plus en plus impliqué dans l'accompagnement des projets. Il a développé le concept de modélisation d'accompagnement, concept qu'on a appelé sous le terme groupe Commode, une plateforme Commode. Et puis, à partir de peut-être début des années 2000, il a été choisi, je ne sais pas comment, il a participé au grand réseau Résilience Alliance. Donc c'est le groupe fondé par Holling, l'écologue qui avait lancé ce concept de la résilience pour l'écologie depuis, je pense, la fin des années 70. Et donc Holling a élargi ça au socio-écosystème et il y a un groupe international qui s'appelle Résilience Alliance. Et ce groupe international a eu pendant une bonne douzaine d'années, pour point focal en France, François Bousquet. Et ça a notamment donné lieu à une conférence, un congrès annuel de ce groupe, avec un colloque en 2014 à Montpellier, donc qu'a organisé François, et qui était sur ce thème de la résilience et de la transformation des social ecological systems. Voilà, donc François est aujourd'hui est toujours dans ce domaine. Il est en train donc bon, bien sûr, comme tout chercheur, de faire des évolutions sur ces différents thèmes. Il travaille maintenant sur les questions d'attachement au lieu, qui peuvent être des éléments de la résilience pour les populations qui, toutes, à travers le monde, devront affronter les changements à venir. Donc je laisse parler François. Je pense que chacun parlera peut-être 10-15 minutes, à partir de ce qu'il a retenu d'hier. Chaque intervenant parlera 10 à 15 minutes. Et ensuite, on aura un débat. Et je présenterai tout à l'heure Marc Léandri. François, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Voilà, et puis dire que c'est un plaisir d'être introduit par Pierre, puisque en fait,
On se connaît depuis 1988 et c'est lui qui m'avait introduit à Bamako dans les bureaux de l'IRD où j'ai commencé, l'Orstom à l'époque, où j'ai commencé ma trajectoire. Donc ça fait vraiment plaisir d'être là. Voilà, donc Pierre l'a dit, j'ai réfléchi à une forme de mise en perspective et de synthèse des deux sessions innovation, agriculture et changements globaux. Juste quelques mots auparavant pour vous dire donc comment je vois les choses, comment j'ai été formé, ce qui expliquera un peu sans doute pourquoi j'ai retenu les points que je vais vous présenter. Donc moi j'ai été formé à la résilience des systèmes socio-écologiques, comme l'a dit Pierre, avec une approche des sciences de la complexité, c'est-à-dire de penser des entités en interaction et qui créent des formes, qui créent des organisations qui, en retour, vont influencer les entités qui sont en interaction. Voilà. Et l'idée qu'on ne peut pas prévoir le futur, mais qu'il y aura des trajectoires qu'on peut partiellement décider ou accompagner. Voilà. Donc, après ce travail dans les sciences de la résilience des systèmes, c'est celle des systèmes socio-écologiques à laquelle je me suis intéressé, comme l'a dit Pierre. Donc, avec beaucoup de travail sur les études des trajectoires, de réflexion sur les idées, sur les trajectoires des systèmes socio-écologiques, comment ils changent ou ils ne changent pas en fonction de l'adversité ou de perturbations. Donc, de trajectoire, ça veut dire pas seulement la résistance ou le retour à l'état précédent, mais potentiellement le passage de seuil, franchissement de seuil qui amène le système vers d'autres états, et éventuellement aussi prendre en compte la transformation du système total, si celui-là n'est plus désirable, si cet ensemble de trajectoires, même en passant des seuils pour aller vers d'autres états, n'est pas désirable, de décider que les acteurs du système décident de le transformer. Donc voilà un petit peu comment en très bref, comment je conçois les choses dans ma recherche. Et donc c'est avec ça que j'ai écouté et lu les documents de la session, des deux sessions. Donc à mon avis, donc ça c'est ma synthèse, c'est ma catégorisation, je pense que plusieurs thèmes, plusieurs questions ont été abordées à travers 4 et 3, 7 présentations, c'est ça ? 7 présentations. Première catégorie que je dirais, c'est le travail sur la réponse aux perturbations. Voilà, donc il y a une multiplicité de concepts, résilience, vulnérabilité, fragilité, adaptation. Donc on sait aussi qu'au même au sein des gens qui travaillent sur la résilience, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et donc l'idée, c'est peut-être de travailler en suivant Manon Dardonville, qui dit qu'elle travaille sur les cadres de vulnérabilité, résilience, robustesse, mais que finalement, ce qui est important, c'est d'étudier les dynamiques et les perturbations, l'étude du changement. Donc ça, on peut reprendre ça. Et dans notre session, il y a Abigail Fallo qui a présenté des études des trajectoires de réponse à des perturbations par des ménages au Burkina Faso. Voilà, donc ça c'est une première chose. Comme associé à ces perturbations, donc c'est des discussions qu'on avait eues la veille avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Delettre, qui est là aussi, qui fait sa thèse sur la définition de ce qu'est la résilience. Peut-être ce qui fait la différence entre les différentes approches, c'est est-ce qu'on accepte ou pas, est-ce qu'on a dans son modèle mental le fait qu'il y a plusieurs états possibles et qu'il ne s'agit pas simplement de résistance ou de retour à la situation précédente, mais qu'on peut, comme je disais, franchir des seuils et qu'il fait partie de la résilience que d'aller explorer d'autres états et d'étudier cela. Et la question supplémentaire dont je vous parlais, c'est est-ce que la résilience est acceptable ou pas, et est-ce qu'il faut transformer le système. Donc ça, c'est un peu une gamme de premiers travaux sur cette idée de réponse à la perturbation. Il n'y a pas que réponse à la perturbation, il y a aussi des trajectoires et potentiellement des choix de changer, pas de seulement répondre à la perturbation. Et dans ce cadre-là, je place un papier de Jean-Marc Desbois qui parle d'un moment particulier des trajectoires, qui est, je ne sais pas s'il est là. Non. Et il parle d'un moment particulier des trajectoires qui est le moment de la crise
la crise. Alors pour moi, ça fait assez appel à des questions de résilience des systèmes socio-écologiques et en particulier au cycle adaptatif qu'avait décrit Holling. Je ne sais pas si la plupart des gens doivent connaître ce fameux 8, donc sur la trajectoire d'un écosystème. Et à un moment donné d'une trajectoire d'un socio-écosystème, il peut y avoir des crises, il y a une conjonction de facteurs, il va y avoir un grand changement. Et Jean-Marc Desbois travaille là-dessus et propose de différencier des situations de crise et des situations qu'il appelle pathogènes. Le moment pathogène, c'est le moment où pour lui, donc la crise, c'est qu'il n'y a plus de confiance interpersonnelle entre les gens et qu'il n'y a plus de confiance dans les institutions. Et pour lui, il y a inadaptation à ce moment-là des savoirs et des outils. Il y a une crise de la production de connaissances et de l'échange de connaissances. Donc on ne peut plus produire et échanger des connaissances au moment des crises. Et la différence entre la crise et la situation pathogène, c'est que la situation pathogène, c'est qu'il n'y a plus de mécanisme d'adaptation et d'échange, et qu'en fait, il y a ce qu'il appelle une méta-heuristique, qui est que en fait, la violence va se substituer au mécanisme d'adaptation. Voilà. Et bon, j'ai trouvé ça bien intéressant. Ça m'a fait penser aux travaux du groupe conduit par Benoît Lallot, qui travaille dans des situations de guerre aussi. Et voilà. Et ce que dit Jean-Marc Desbois, enfin, c'est qu'on ne revient pas de ces. Si on est en situation de crise ou si on est en situation pathogène, c'est-à-dire qu'il y a une crise forte, plus forte, avec violence, on n'en revient pas de la même façon, évidemment, parce que s'il y a une situation de guerre, il faut y revenir par des mécanismes plus de soutien psychologique. Enfin bref, voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a fait penser au cycle de Holling avec cette trajectoire du système et au moment où il y a une chute, enfin le système, il appelle ça la destruction, à la suite de d'autres bien sûr, la destruction créatrice. Donc à ce moment-là où il y a plein d'énergie violente potentiellement qui se libère, et tout va se jouer au moment où ce système écologique et social va se reconfigurer, va se recréer et va repartir vers des trajectoires de stabilisation. Donc voilà, ça c'était le premier thème, une réflexion sur la réponse à la perturbation. Le deuxième thème auquel j'ai pensé en lisant, en écoutant, c'est sur à quel point le concept de résilience peut être un enjeu finalement et un objet de négociation politique. Ça, on le sait aussi quand on regarde un peu les travaux à l'échelle de l'Union européenne ou de l'USAID ou des grandes agences de développement, que la résilience a été un concept très utilisé pour, d'une certaine façon, mettre en travail collectif les gens qui travaillent sur le développement et les gens qui travaillent sur l'humanitaire. Donc, par exemple, si on prend la Commission européenne, une parenthèse, en 2012, il y avait une note de la Commission, il y avait une note vers la Commission qui expliquait ça, qu'il fallait mettre ensemble la résilience, c'était le travail de mettre ensemble les humanitaires et les gens qui font du développement, d'une certaine façon, pour que les humanitaires arrêtent de retourner toujours au même endroit où il y a des crises et que le développement s'adresse aux plus vulnérables de façon à éviter ces crises. Et ce qui est intéressant, c'est que 5 ans plus tard, en 2017, Federica Mogherini de la Commission donc donne une nouvelle définition de la résilience, un nouvel usage de la résilience, qui dit qu'un quart du monde, de la population du monde, vit dans des États fragiles ou dans des sociétés fragiles. Nous voulons, donc la Commission, nous voulons arrêter ces situations fragiles qui donnent des guerres, des désastres humanitaires et des crises de réfugiés. This is what we mean by resilience. C'est ça que nous entendons par résilience. Donc voilà, donc elle explique bien que la communication à ce sujet va aider à coordonner un ensemble d'efforts et d'instruments de l'Union européenne qui sont des instruments humanitaires, des incitations pour l'investissement privé et l'action climatique et des missions militaires. Ça représente la résilience représente la solution européenne pour la paix, la sécurité et le développement humain. Vous voyez l'évolution.
de la résilience. Et je pense que dans les sessions qu'on a vécues, les 2 sessions qu'on a vécues hier, il y a eu des éléments qui nourrissent cette idée que la résilience est finalement un cadre pour pouvoir négocier. Et c'est Alphain City qui nous a présenté un cas sur le cas des Comores, où les gens négociaient, alors il faudra me recorriger si je ne restitue pas bien, les gens négociaient sur le concept de fragilité des États fragiles qu'on vient de voir dans la discussion, dans l'allocution de Federica Mogherini, et qui passait pas, parce que pour les Comoriens, l'idée qu'on soit fragile, qu'on leur assigne le statut de fragile ne passait pas tellement. Et le concept de résilience est devenu plus acceptable car il est positif. Il engage vers des trajectoires positives. Mais comme souligne-t-elle, après en interrogeant les acteurs, elle s'est aperçue qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, la résilience, pour la plupart. C'était un concept importé, voilà. Je situe un peu dans cette groupe de recherche où la résilience comme objet de négociation, le cadre de négociation, je situerai potentiellement la communication de Pierre Maréchal, de Jean-Paul, excusez-moi, Jean-Paul Maréchal, entre vulnérabilité et résilience, la Chine face au changement climatique. Bon, il explique comment la Chine, à mon avis, dans ce que j'entends, comment la Chine joue sur la dimension dynamique de la trajectoire. Donc la Chine, à la fois, pollue beaucoup, mais réduit ses pollutions. Et la Chine joue là-dessus en montrant comment les indicateurs s'améliorent. Bien qu'on soit très loin de l'équilibre, elle utilise une rhétorique de retour, enfin pas de retour, d'aller vers, oui, retour puisqu'avant, de retour vers des situations moins polluantes. Et donc, elle a une rhétorique de résilience au sens où elle réduit le problème, elle est en situation de retour. Voilà, mais en fait, ce n'est que de la négociation et ce qui est en jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est plus la résilience du système politique chinois qui, se faisant, négocie la démocratie contre une politique plus verte. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième point sur la résilience comme outil de négociation politique, avec une question, c'est qui définit la résilience de qui? Voilà. Ensuite, il y a 4 points, et puis les deux, on va être un peu plus rapide. Question du qualitatif et du quantitatif. Il y a eu des discussions sur le qualitatif et le quantitatif, la mesure de la résilience, son évaluation. Donc, soit on fait des analyses de processus, on essaie de comprendre les interactions, on essaie de tirer des principes de résilience. Et donc là, un des grands exemples dans le domaine que je connais, c'est les principes donnés par Unsi Biggs dans un livre qui dit pour maintenir la résilience, on peut maintenant dire qu'il y a un certain nombre de principes qui sont de maintenir la diversité et la redondance, de gérer la connectivité, de gérer les variables lentes et rapides, d'encourager la participation, l'expérimentation, l'apprentissage, et de promouvoir des systèmes de gouvernance distribués. Voilà, des principes qui vont permettre de maintenir ou de promouvoir la résilience. Dans le travail d'hier, il y a Manon Dardonville qui pense que c'est bien, mais on ne peut pas se contenter de propriétés et de principes, que les preuves du fonctionnement de ces principes sont rares et que pour faire des preuves, il est nécessaire, c'est complémentaire d'une approche quantitative. Une approche quantitative où on va définir les fonctions à maintenir avec des attributs de performance, des critères de mesure, et on regarde la relation entre les propriétés du système et ces critères pour identifier les causes. Donc voilà, il y a ici une discussion, c'est pas une controverse parce que ça peut être complémentaire, mais entre le qualitatif et le quantitatif. Et enfin, le dernier point que je voudrais mentionner à propos des communications de ces 2 sessions, c'est qu'il y a eu au moins 2-3 présentations sur l'idée de la relation entre innovation et résilience. Voilà, donc pour messieurs Kinou et Adel Atia, je ne sais pas si je traduirai bien, mais je pense qu'il y a quand même une idée que l'innovation, que ce soit des variétés de riz, ou que ce soit des infrastructures, des périmètres irrigués, des routes, vont favoriser la résilience des populations, des pays,
Ce qui pose la question de est-ce que augmenter la production, réduire les risques sur la production, c'est améliorer la résilience? Question qui se pose d'autant plus que Abigail Fallow a présenté le paradoxe de Sikasso, qui est un endroit où on produit, où les agriculteurs produisent beaucoup de céréales, et pourtant ce sont les endroits où ils sont mal nourris. On peut considérer qu'ils sont mal nourris. Donc pourquoi ces endroits où on a augmenté la production, on a mis des infrastructures, finalement les gens sont mal nourris? Donc voilà les 4 points que je voulais proposer à la discussion dans ma synthèse. Donc je rappelle une réflexion sur la réponse à la perturbation, finalement étudier toutes ces questions en tant que réponse aux perturbations, trajectoire, seuil, crise. La deuxième, c'est comment la résilience, la vulnérabilité appartient aux mêmes catégories. Ce sont des concepts qui peuvent être utilisés politiquement en tant qu'enjeu pour faire discuter des gens, pour diplomatiquement, politiquement, et impulser des directions politiques. Toute la question étant pour moi, qui définit la résilience de qui? La question du qualitatif et du quantitatif et finalement la question de l'innovation et la résilience. Est-ce que l'innovation amène forcément à la résilience? Voilà. Merci François donc pour cette synthèse. Comment on dit en anglais? Ils disent, dans les conférences, ils écrivent wrap-up, souvent. Ça veut dire rassemblement, un peu comme les cornets chinois là, de pâtes, les wrap-up. Et donc, voilà, François nous a, je pense, bien synthétisé les papiers donc, qui ont été présentés hier. Et donc, plutôt que de lancer le débat spécialement sur ce thème, innovation, agriculture et changements globaux, je crois qu'on va passer au deuxième thème abordé hier, avec Marc Léandri, donc le thème santé, environnement et changement climatique. Donc Marc Léandri était un des animateurs et un des rapporteurs donc, de ce thème. Marc Léandri, donc c'est un collègue qui est maître de conférence en économie de l'environnement au CEMOTEV et qui travaille particulièrement en modélisation des capacités de charge des territoires, modélisation du rôle de la forêt, par exemple, dans la régulation des systèmes hydrologiques. Et donc, compte tenu donc, de ces thèmes d'intérêt, il était tout particulièrement indiqué donc, de s'intéresser aux aspects de santé, environnement et changement climatique, puisque une partie des papiers aborde ces questions donc, d'effets des changements environnementaux, de dégradation éventuellement environnementale sur l'émergence de maladies. Donc voilà, Marc Léandri de nouveau, donc environ 10-15 minutes, et puis ensuite on passera au débat sur les deux thèmes à la fois. Voilà, je te passe le micro. Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous. Je vais simplement préciser que le champ environnement et santé est un champ dans lequel le CEMOTEV est en train de s'investir depuis assez peu et sur lequel il y a des convergences assez porteuses avec nos collègues de l'IRD, notamment les travaux d'Emmanuel Bonnet dont je parlerai tout à l'heure. Et le CEMOTEV a notamment participé il y a 2 ans à la co-organisation d'une conférence avec la FAER, l'Association des économistes de l'environnement français, sur le regard économique sur les interactions environnement et santé. Donc la session que je vais vous présenter était la session santé, environnement et changement climatique. Il n'y a eu qu'une seule session, donc avec 4 présentations. Je vais les résumer le plus brièvement possible, parce qu'on avait une grande variété à la fois en termes de sujets et puis également en termes de zones géographiques. La présentation d'Emmanuel Bonnet portait sur les enjeux de santé liés aux migrations climatiques, particulièrement en Afrique. La présentation de Biran Cissé portait, elle, sur l'impact sanitaire des canicules qui sont aggravées par le changement climatique et portait sur un cas particulier d'une région au Sénégal. Le travail de Samira Ghenif
Guénif, oui, pardon, portait, lui, sur un instrument juridique, à savoir les licences obligatoires qui permettent à des pays soit de produire, soit d'importer leurs propres médicaments génériques pour échapper aux brevets et à la vulnérabilité médicale dans laquelle les placent les obligations de respecter certains brevets, notamment face à des pandémies comme la pandémie VIH-Sida. Et la dernière présentation donc, que j'ai faite portait sur les facteurs à la fois climatiques et informationnels de la vulnérabilité, ou du moins de l'exposition au risque d'attraper la maladie de Lyme dans le cadre d'activités récréatives qui peuvent être pratiquées dans les forêts, qui était un travail pensé initialement plutôt pour les pays riches où on a le luxe de se balader dans la forêt, mais qui peut donner quelques enseignements sur des vulnérabilités appliquées aux pays en développement. Alors, les points sur lesquels je voudrais insister, c'est que même si chacune des présentations partait d'une approche disciplinaire spécifique, le droit, comme vous l'avez entendu, avec les instruments juridiques, deux approches plutôt économiques, mais en ce qui concerne la maladie de Lyme, des interactions notamment avec l'épidémiologie et les mathématiques. Et puis, dans le cadre du travail d'Emmanuel Bonnet, ça partait d'une réflexion de géographie sociale, mais avec un appel, bien sûr, à une ouverture disciplinaire. Et ça, je pense que, au-delà des classiques réflexions sur le fait que pour traiter de la vulnérabilité et de la résilience, il faut sortir, comme dit Emmanuel Bonnet, des approches en silo et essayer de pratiquer un peu plus d'interdisciplinarité ou moins de pluridisciplinarité. Quand on traite de la question environnement et santé, on peut effectivement pas échapper au moins de la pluridisciplinarité, un tout petit peu intégrée, parce que les enjeux vont toucher à la fois des aspects environnementaux, des aspects humains, des aspects politiques sur la prise en charge des problèmes de santé. Le prisme que propose le colloque, à savoir d'essayer de revoir les concepts de vulnérabilité et de résilience dans une perspective de renouvellement, si on reprend les interventions et qu'on les interroge dans ce sens-là, on obtient déjà quelques pistes sur l'impact du changement climatique, qu'on peut distinguer entre des impacts directs. C'est le cas, par exemple, dans le cadre du travail de M. Cissé, de l'aggravation des événements extrêmes et des canicules, et donc qui, bien évidemment, créent une vulnérabilité supplémentaire, mais également des aspects indirects du changement climatique. Premier aspect indirect, les migrants climatiques, qui vont eux-mêmes passer dans la catégorie de plus vulnérables à cause de ces migrations indirectement causées par le changement climatique, même si Emmanuel Bonnet a bien insisté sur le fait qu'aujourd'hui encore, la question des migrations climatiques est une question qui, d'un point de vue académique, reste encore à approfondir pour être sûr de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on a des contextes dans lesquels les migrants peuvent être attribués, ou leur migration peut être attribuée à des facteurs climatiques. Dans d'autres, c'est un petit peu plus complexe, où bien évidemment vous avez des cas avec des polyfacteurs. Et donc ce concept de migration climatique, même s'il circule beaucoup aujourd'hui, il reste encore à évaluer de façon plus rigoureuse. Et dernier impact indirect du changement climatique, bien sûr, celui de la transformation des écosystèmes, des habitats, des conditions de fonctionnement de certains écosystèmes, qui, par exemple, dans le cas de la maladie de Lyme, va faire que, sous l'effet d'humidité, de chaleur supplémentaire, les populations de tiques vont se répandre dans des forêts jusqu'où, pour l'instant, elles n'étaient pas, ou du moins pas assez présentes pour poser des problèmes sanitaires. Et donc, le changement climatique, à ce titre, mais ça vous le savez, va normalement causer une plus grande prévalence de certaines maladies. La question des échelles a été abordée également, et ce qui a été intéressant dans notre session, c'est qu'on a eu vraiment des échelles extrêmement différentes. Une échelle complètement macro, voire internationale, avec la question juridique des licences obligatoires, puisque là, on est sur des pays entiers, voire carrément, en gros, comment les pays du Sud, atteints par certaines pandémies,
peuvent réagir face à ces problèmes sanitaires d'un point de vue juridique en organisant cette production ou cette importation de médicaments génériques. Et puis, des approches beaucoup plus locales, comme c'était le cas avec le travail de M. Cissé sur la canicule au Sénégal, ou comme je le disais tout à l'heure, sur la maladie de Lyme, où là, on peut vraiment traiter le problème à l'échelle d'une forêt, même si, bien sûr, on considère comment l'ensemble des écosystèmes forestiers va évoluer sous l'impact du changement climatique. Alors, tout ça nous a amené finalement à faire une forme de bilan de différentes sources de vulnérabilité quand on raisonne sur les liens environnement-santé. Une source d'abord institutionnelle de vulnérabilité, c'est là-dessus qu'a insisté Madame Guérif. Le brevet en soi, en tant que protection d'une propriété intellectuelle, va priver certains pays d'accès à des médicaments, et en ce sens, selon Madame Guérif, ça intensifie cette vulnérabilité sanitaire qui doit donc être surmontée par des outils comme la licence obligatoire. Ensuite, on a vu également qu'on avait des sources multiples qui pouvaient être envisagées, notamment dans l'approche que j'ai présentée rapidement, qui est l'approche One Health, c'est-à-dire un monde, une santé, qui est l'idée d'approcher les questions sanitaires comme un problème à la conjonction entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. René Passé rappelait hier qu'on était les frères des bêtes sauvages et les cousins des fleurs des champs. Et à ce titre, il y avait un intérêt à réfléchir sur les questions de vulnérabilité sanitaire via cette conjonction de différentes santé. On a également vu, que ce soit pour le Sénégal ou pour la maladie de Lyme, une source informationnelle dans la vulnérabilité. À partir du moment où les populations, à différentes échelles, ne sont pas forcément assez bien informées des risques qu'elles encourent ou de l'occurrence prochaine d'un événement climatique extrême comme les canicules, on a un risque de surexposition et une vulnérabilité renforcée. Enfin, dernière source de vulnérabilité, une source sécuritaire. Emmanuel Bonnet a insisté sur le fait que dans le cadre de l'étude des migrations climatiques, on retrouvait la perturbation des systèmes de santé due aux problèmes sécuritaires qu'on trouve notamment dans certains pays d'Afrique aujourd'hui. Alors, en termes de résilience, on a évoqué en symétrie de ces vulnérabilités sanitaires, surtout la résilience des systèmes de santé, que ce soit des systèmes de santé locaux, dans le cadre du Sénégal, dans le cadre de la prise en charge des migrants climatiques, mais également de systèmes de santé plus globaux et de la manière dont on peut organiser, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la prise en charge de médicaments génériques face à des pandémies beaucoup plus larges. On retrouve à travers ces 4 présentations quelques catégories bien connues en termes de vulnérabilité, si on essaie de s'intéresser finalement aux catégories les plus touchées. À l'échelle macro, les pays les moins puissants économiquement, commercialement, se retrouvent dans une situation où, en termes de négociation, c'est délicat pour eux d'imposer la production locale de génériques ou l'importation face aux intérêts soit de multinationales pharmaceutiques, soit de pays qui défendent ces multinationales, ce qui explique par exemple que la Thaïlande a mis longtemps, étant donné sa dépendance économique vis-à-vis des États-Unis, a mis longtemps à pouvoir surmonter les brevets et mettre en place une licence obligatoire. À l'échelle plus locale, on trouve des catégories comme bien sûr les migrants climatiques qui eux-mêmes vont être soumis à des problèmes de nutrition, à des problèmes de sécurité, d'accès aux soins. Et puis également, dans le cadre des événements extrêmes, pour faire les liens changement climatique-santé, on voit que les populations les plus touchées sont celles qu'on connaît, à savoir soit les plus jeunes, soit les plus âgés, mais aussi dans le cadre de la canicule au Sénégal, on a vu la place des femmes qui, étant donné les activités qu'elles étaient amenées à faire au nom de la gestion des ménages, que ce soit pour la cuisine, aller chercher l'eau, etc., se retrouver plus touchés que les hommes. Je terminerai avec les questions qu'on a eues dans le cadre de cette session qui ont montré les intérêts ou les échos que pouvaient créer ces présentations. D'une façon assez intéressante, beaucoup de questions ont convergé vers le rôle des autorités publiques et la manière dont ces autorités publiques peuvent ou pas favoriser la résilience des systèmes de santé.
Les réponses que nous avons essayé collectivement de donner sont passées notamment par les questions d'information dont j'ai parlé tout à l'heure. Une des réponses que nous a expliqué M. Cissé sur les événements au Sénégal a été de créer des bulletins météorologiques avec des alertes plus fréquentes pour les populations. Ce que j'ai moi-même expliqué dans ma présentation, c'est qu'un des outils pour prévenir la surexposition à la maladie de Lyme, c'était de renforcer une bonne information sur les risques et sur les croyances par rapport à la sévérité de la maladie. Et un deuxième aspect sur le rôle des autorités publiques qui était en filigrane en fait de ces débats, c'est la place des acteurs publics face aux acteurs privés. C'est-à-dire dans un système de santé, il faut se rappeler qu'on a des acteurs privés et des acteurs publics. Le cas des licences obligatoires montre bien qu'il y a une place pour les acteurs publics pour imposer une prise en charge via des médicaments génériques, mais dans certains cas, c'est le cas du Brésil, les initiatives sont venues d'acteurs privés et ont permis de créer un précédent qui a un petit peu ouvert la porte à une diffusion plus générale de ces licences obligatoires. Dernière enjeu qui a été discuté dans le cadre des questions, comment est-ce que ces autorités publiques, comment est-ce que ces systèmes de santé peuvent être résilients face à des nouveaux enjeux climatiques, mais aussi enjeux démographiques. Ici, les réponses, notamment d'Emmanuel Bonnet, nous ont montré que on avait des signes positifs, notamment la création de centres de santé plus nombreux. En revanche, il fallait être vigilant sur la durabilité de ces centres, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'affichage sur la création des centres, mais on avait encore peu de visibilité sur leur soutenabilité dans le temps, et puis également sur leur efficacité, leur véritable capacité à prendre en charge ces nouveaux enjeux sanitaires. Voilà pour l'essentiel de cette session. Merci Marc pour cette synthèse. Donc nous avons eu donc les deux interventions qui ont rassemblé donc des idées, des résultats de deux des thèmes d'hier. Il y a un thème d'hier qui n'a pas encore été abordé, qui sera synthétisé plus tard. Et donc à partir de ces deux interventions, on va engager un débat donc pendant les 35-40 minutes qui nous restent avant la pause café. Je vois Justine qui est là. Peut-être il y a quelque chose à dire dans l'organisation. Non ? D'accord. D'accord. Donc voilà, on va peut-être prendre les questions par groupe de 3. Donc vous précisez qui vous êtes et puis on prend votre nom, votre question et éventuellement à quel intervenant elle s'adresse en priorité. Et donc voilà, on va commencer à prendre les questions. Justine ira vers vous donc quand vous leverez la main. Et Jessie de ce côté également, pour la rangée de gauche. Bonjour, donc, je suis Adel Attia de Paris-Sud, Université de Paris-Sud. J'ai eu l'honneur de faire une année au CIRAD de Nogent l'année passée. Donc la question est adressée à M. Bousquet. Là, le concept de résilience, c'est un concept qui fait appel à plusieurs disciplines, économie, agriculture, écologie. Il fait également appel à... Donc il y a multidisciplines, il y a plusieurs niveaux, il y a également multi-agents, il y a plusieurs agents. Donc on est où aujourd'hui au niveau de la modélisation qui peut regrouper tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement au niveau de Green, sachant que je sais que Green, elle a son modèle de multi-agent. Donc malheureusement, je n'ai pas rentré beaucoup dans ce modèle de multi-agent. Voilà, ça c'est ma question. Merci. Merci Adèle. Autre question ? Voilà, bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, peut-être on va passer la parole à... Une petite question. Ah, Alice, excuse-moi. Voilà, c'est Alice Quadio de l'antenne UMI de Côte d'Ivoire.
enseignant-chercheur à la retraite. Donc, ma question, c'est une interrogation par rapport aux éléments de base que nous devrons avoir pour parler de résilience. Pour parler de résilience, à mon sens, en tout cas d'après tout ce que nous avons fait comme travail, il faut d'abord qu'il y ait un contexte de choc. Il faut qu'on ait un contexte où il y a la fragilité, un contexte où il y a la rupture, un contexte où il y a en tout cas, la volonté de se remettre, et un contexte d'interaction où, en tout cas, la communauté ou le public ou le privé interviennent. Alors, je voudrais demander l'expérience de Alliance. Est-ce que cette expérience, les expériences qu'ils ont eues, est-ce que cela cadre avec tout ce que je viens de dire? Voilà, merci. Donc, je vais peut-être commencer par la deuxième. Donc, je me fais en témoin, en observateur, participant du réseau de l'Alliance pour la résilience et de l'école, disons l'école Olling, qui a perduré, qui existe toujours. Mais oui, je pense que les éléments dont vous avez parlé sont bien les éléments importants que on partage vraiment. Mais ça m'incite juste une petite conversation avec vous, une petite discussion sur ce contexte de choc, de rupture et de fragilité. Je pense que le groupe de l'Alliance pour la résilience va s'intéresser aux trajectoires, c'est-à-dire aussi à comment le système quelle est la trajectoire du système. Et donc, il va aussi s'intéresser à des moments qui ne sont pas des moments de choc, de rupture et de fragilité. Conceptuellement, l'idée, c'est qu'il y a le système va avoir différentes trajectoires. Il va y avoir des moments où il va y avoir des perturbations. C'était bien la discussion. Et on va regarder comment il réagit. Mais les choses se construisent aussi peut-être à des moments où il n'y a pas de choc, de perturbation. Donc, c'est comment ces choses sont endogénéisées. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'érosion, l'idée de l'érosion de la résilience. C'est se poser à un moment donné, on regarde un système qui a l'air de fonctionner correctement, mais il reçoit des chocs, il répond des petits chocs, il reçoit bien, donc il n'y a pas rupture, il n'y a pas... Mais il est en train de perdre sa résilience. Bon, l'exemple qui était donné régulièrement, c'est en résilience du développement, comment en vendant ses acquis, il y avait des grandes sécheresses, des grandes crises et tout, les gens survivent. Et puis à un moment donné, il y a une petite sécheresse, une petite hausse au marché, il y a et le système s'effondre. Parce qu'auparavant, il s'est passé tout un tas de processus qui font que au moment où donné de la petite crise, d'une petite perturbation, le système s'est effondré. Donc voilà, du coup, simplement, c'était pour dire d'élargir, pas seulement au moment du choc, et puis après, c'est pas tellement au moment dans la résilience, mais plutôt la réaction avec le travail avec des psychologues aussi, qui travaillent sur la notion moi, ce qui m'avait intéressé, qui travaillent sur la notion d'adversité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces chocs, un enfant qui vit avec dans un entourage familial toxique, c'est la résilience à ça. Donc je pense qu'il y a cette idée d'adversité. Et enfin, il y avait une discussion donc qu'on avait avec donc justement Olivier Delettre, dont je parlais, Manon l'autre jour, Manon Arnonville, sur l'idée à quel point la perturbation est endogénéisée, et qu'elle fait partie du système. Donc l'exemple dont on discutait, c'était par exemple les forêts méditerranéennes. Est-ce que le feu fait partie des forêts méditerranéennes? Est-ce qu'on doit considérer une forêt qui reçoit un choc qui est le feu? Ou bien alors, est-ce qu'on doit considérer un système qui a une certaine trajectoire et que le feu fait partie de la dynamique de ce système? Bon, voilà, c'est des questions, c'est pas des réponses, mais c'est des questions qu'on peut se poser.
Et par rapport à Monsieur Atia, donc effectivement, au sein de l'unité de recherche dont je fais partie et d'un réseau dont je fais partie, pour travailler sur la résilience, on a travaillé beaucoup sur les modélisations multi-agents. Mais c'est pourquoi? Parce que c'est l'idée que, là c'est un peu les sciences de la complexité, c'est l'idée que le système socio-écologique est composé de différents acteurs qui ont des poids et des représentations différentes du système dans lequel ils vivent. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de modéliser et qui ont donc des comportements différents. Et donc, ce qu'on va essayer de modéliser, c'est les interactions entre ces différents acteurs qui font la dynamique du système. C'est pour ça qu'on a utilisé les modélisations multi-agents, mais à Green, il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur, sans faire de simulation, sur les ontologies, c'est-à-dire quelle est la représentation de l'économiste, quelle est du spécialiste de la santé, voilà, de vraiment travailler sur ces modèles mentaux, sur ces représentations. Et puis après, on met tout ça en œuvre, en jeu, en dynamique, à travers des jeux de rôle, à travers aujourd'hui des pièces de théâtre, des choses comme ça, pour représenter les interactions entre ces acteurs qui ont des rôles, comme dans un jeu, comme dans une pièce de théâtre différente, et essayer de comprendre ensemble comment, quel est le rôle de l'autre, quel est le point de vue de l'autre. Des fois, on change les rôles et des choses comme ça, pour comprendre comment ensemble se fait la dynamique du système. Voilà ce qui se fait pour répondre à votre question sur, à mon avis, sur la modélisation d'accompagnement. Merci François. Donc des réponses, je pense, assez complètes, satisfaisantes pour les interlocuteurs. D'autres questions? Oui, une, monsieur, et puis ensuite professeur Kahn. Merci. Je suis Cheikh Diakité. Je suis doctorant à l'université Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Et actuellement, je suis sur un master en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre. Alors moi, ce n'est pas forcément une question, c'est plutôt un regard d'expert que j'aimerais que M. François Bosquet jette sur l'une des difficultés de terrain que j'ai rencontrées. Alors, j'ai enquêté en milieu rural et particulièrement sur l'accès à l'eau potable. Alors, je me suis rendu compte que avec l'industrialisation, il y a eu des pollutions importantes des eaux de surface, lesquelles eaux de surface étaient utilisées par les communautés rurales. Et donc, pour répondre à ce problème, il y a eu des constructions de pompes hydrauliques et tout. Mais ces pompes hydrauliques se sont détériorées avec le temps. Et donc, en gros, il n'y a pas de résilience. Bon, je ne sais pas trop comment le dire, mais il n'y a pas de résilience de la part de cette communauté pour s'adapter à ces changements. C'est qu'elle continue d'utiliser des eaux de surface quand les pompes sont gâtées. Et c'est une difficulté pour moi parce que j'ai cette volonté de faire émerger au fait des systèmes de résilience de la part des communautés elles-mêmes. Parce que la résilience proposée parfois par les décideurs ne concorde pas avec les attentes. Et là, en tant que socio-anthropologue, c'est vraiment une difficulté de faire émerger un système de résilience locale qui soit vraiment approuvé par les acteurs eux-mêmes. Alors, donc, j'aimerais que monsieur jette un regard d'expert pour me donner quelques pistes qui pourront certainement m'aider dans ma thèse de doctorat. Merci. D'accord, merci pour cette question, donc, qui sera tout à l'heure pour François. Il y avait deux autres questions, donc Michel Vernière et Alioune Kahn. Hein, peut-être, je ne sais pas dans quel ordre. Bon. On va commencer par Michel Vernière, après professeur Alioune Kahn. Donc Michel Vernière, Centre d'économie de la Sorbonne et GEMDEV. Moi, j'aurais souhaité que, et là, ma question s'adresse à vous deux,
que vous reveniez un peu, inévitablement vous avez été très vite, sur, puisque les deux vous l'avez évoqué, sur le deuxième thème de François Bousquet, qui est la relation entre la résilience et les notions que vous, la manière dont vous la définissez, et en tant qu'objet de négociation politique. Alors je sais que vous n'êtes politiste ni l'un ni l'autre, mais puisque vous l'avez évoqué, je pense que c'est un enjeu tout à fait fondamental, en particulier dans le niveau du jeu des acteurs qui sont au cœur de ces processus de résilience. Donc, et j'aimerais bien un petit débat entre vous deux aussi là-dessus, en espérant que vous ne serez pas totalement d'accord. Merci. Merci Michel donc, pour tout à l'heure. Et puis, professeur Alioune Khan, une autre question et ensuite on redonnera la parole aux intervenants. Oui, merci. Je voulais revenir un peu sur ces acceptions de résilience parce que effectivement il y a beaucoup de confusion, en tout cas dans nos champs de recherche, entre nous ce que faisons la résilience socio-écosystémique et tout ce que vous avez parlé sur l'humanitaire, le militaire, etc. De telle sorte que dans nos pays, quand on parle de résilience, on pense simplement à donner du secours, à secourir ou bien à venir en aide, etc. Et donc cela pose en tout cas beaucoup de problèmes, surtout dans ce système de gouvernance distribuée. Bon, résilience, donc on peut prendre l'accession du terme depuis Olink, Surulink, etc. Et tout cela paraît un peu plus confus, hein, surtout quand on est dans la recherche universitaire. Alors, hier, en discussion, d'ailleurs, c'est ma collègue qui a pris tout à l'heure la parole, Alice, de l'Université de Côte d'Ivoire, qui nous parlait, bon, qui nous a dit pourquoi vous avez rectifié le sujet, est-ce que ce n'est pas érosion de la résilience dont vous êtes revenu tout à l'heure. Effectivement, nous sommes confrontés à... Nous n'avons pas osé utiliser ces termes, comme vous l'avez prononcé tout à l'heure, parce que les cas où nous sommes confrontés, surtout dans les cas de systèmes écologiques, hein, finalement, en analysant les trajectoires, les catégories d'acteurs, etc., on finit par baisser les bras. Et on ne parle même plus d'adaptation, etc. On se demande même si on est arrivé à développer une résilience. Quand nous travaillons dans les estuaires, dans le système, il y a une brèche qui est creusée, la salinité fait disparaître l'agriculture, tout ce qui est biologique, etc. Les hommes, finalement, finissent par partir. Le système lui-même n'arrive pas à se régénérer. Les hommes n'arrivent pas trop à s'adapter. Est-ce que c'est comme ça que vous entendez l'érosion de la résilience? Est-ce qu'on a vraiment développé des réflexes de résilience? Donc, c'est des concepts, en tout cas, sur lesquels la discussion peut porter et nous y réfléchissons sans trop avancer. Merci. Merci, professeur Alioune Khan. Donc, il y a un petit peu deux aspects dans votre question. La première, elle s'adresse un petit peu aux deux intervenants sur l'usage du mot résilience aujourd'hui et son rapprochement des opérations de secours et d'aide humanitaire. Et puis la deuxième, plus spécifiquement à François Bousquet. Voilà, on va passer aux réponses, puisqu'on a trois questions. Donc là, peut-être d'abord, c'est Cheikh Diakité qui avait posé une question à François. Oui, merci pour la question. Donc, je suis un peu gêné parce que vous avez dit que j'étais expert. Et en fait, vous voyez, on a développé ces idées d'accompagnement, des choses comme ça. Il y avait un côté, de réfuter un peu cette idée d'expert en général, d'expertise en général, et plus être dans ce qu'on a discuté sur les questions d'accompagnement. Je travaille avec des gens qu'on a à peu près tous l'idée qu'il existe différentes formes de savoir et qu'on essaie de promouvoir la discussion entre des personnes, entre savoirs différents. Voilà. Et d'une certaine façon, la modélisation d'accompagnement, elle est née en réaction à des postures d'expertise. Bon, mais ça, vous ne saviez pas, donc je le prends pas mal, mais
Mais c'est pour aussi répondre un peu à votre question, c'est-à-dire, je sais, enfin, je sais pas sur votre sujet que vous connaissez tellement bien, et comment pourrais-je répondre? Mais simplement en adoptant le cadre dont on parlait tout à l'heure, sur la résilience, pour vous donner quelques éléments de réflexion, c'est est-ce que c'est ce qu'on discutait sur la résilience, est-ce qu'on revient à un état, est-ce qu'on résiste à ces problèmes de pollution, est-ce qu'on résiste malgré le fait que les pompes soient dégradées, est-ce qu'on est dans une situation de résistance, ou est-ce qu'on est dans une situation où on doit transformer le système? Et c'est ça un peu qui était intéressant, donc je vais rester abstrait, hein, parce que je ne peux pas faire un peu autre chose, mais est-ce qu'on est dans une situation de transformation possible, c'est-à-dire de remettre à plat le système, de ne pas accepter cette résilience, parce que ça, c'était une idée un peu intéressante quand même, c'est que pour beaucoup de gens, la résilience est une qualité, enfin, c'est quelque chose de positif. Un certain nombre de gens ont montré que si c'est la propriété d'un système, il y a des situations non désirables de résilience, des situations où les gens, le socio-écosystème ne va pas bien, ça n'est pas désirable, et c'est très résilient, au sens où vous avez beau essayer des choses avec des bassins d'attraction plus ou moins grands, etc., ça revient toujours à la situation non désirable. Et donc d'avoir une réflexion sur est-ce qu'on doit s'adapter, améliorer ce système au risque qu'il soit très résilient dans son mauvais régime, dans le mauvais processus, ou bien alors est-ce qu'il faut envisager une réelle transformation? Et à nouveau, là, je ne suis pas politiste, mais ce que nous, on essaye de faire, c'est dans des situations un peu comme ça, c'est d'identifier les différents acteurs, d'essayer de les mettre autour de la table et de regarder ensemble la situation. Ça paraît très simpliste, mais c'est l'essai qu'on essaie de faire en essayant d'injecter dans la discussion le savoir scientifique, enfin votre savoir sur les sociétés, le savoir des techniciens sur l'eau, etc., pour essayer d'avancer ensemble, ce qui est tout à fait avec des risques d'échec importants, mais bon voilà, c'est un peu notre proposition. Merci François. Donc ensuite, il y avait une question un peu plus, on va dire, politique, hein, ou en sciences politiques, posée par Michel Vernière. La question de la résilience comme objet de négociation, ou objet de la négociation. Alors posée aux deux interlocuteurs, aux deux intervenants, peut-être Marc? Oui, alors je vais commencer comme François, je ne suis absolument pas expert sur cette question-là. Ce que je vais peut-être rappeler en remarque liminaire, c'est qu'avant de rentrer dans le politique, la résilience peut se manifester aux échelles individuelles. Et je pense que, pour faire un petit peu écho aux propos de René Passet d'hier, il y a une partie, du moins dans les présentations et dans la discussion qu'on a pu avoir, mais on a bien vu qu'il y avait une composante de la résilience qui se déterminait à l'échelle individuelle, même si bien sûr elle est influencée par des questions de croyance, des questions d'information, etc. Donc les enjeux de résilience ne sont pas forcément, selon moi, et là de façon un petit peu rapide, mais ne sont pas exclusivement l'objet de négociations politiques. Ce qu'on a pu observer dans les discussions d'hier, et que je vais étendre de manière plus personnelle, à l'échelle internationale, ces questions de résilience, notamment de résilience sanitaire, hein, pour ce qui nous concernait nous, on a vu se heurter à des intérêts qui étaient plus des intérêts économiques, et qui, de la part des acteurs en question, qui font valoir leurs intérêts économiques, propriété intellectuelle et autres, il s'agit de finalement confronter une forme de résilience financière à une résilience sanitaire. Et là, l'approche de Madame Guérif était intéressante parce qu'elle fait référence à ce qui est défini dans une convention dont j'ai malheureusement oublié le nom, comme le droit fondamental à la santé. Donc ici, la négociation sur la résilience, elle va se faire sur la base d'arguments où on va avoir d'un côté des valeurs de type de droit
Et je pense que indirectement, ces négociations sur la résilience vont être des négociations sur la reconnaissance ou non de certains droits. Pour moi, c'est comme ça que je le formulerai. L'autre volet sur lequel il y a de la négociation, à mon avis, fondamentale pour déterminer ces questions de résilience en termes de santé, ce sont les négociations internationales et notamment les rapports Nord-Sud. Quand on parle des migrants climatiques, on a bien sûr une situation où les pays du Nord vont adopter différentes politiques d'accueil, de prise en charge de la santé de ces migrants, qu'ils soient climatiques ou non d'ailleurs, ici, peu importe. Et dans la discussion d'hier, ce qu'on a évoqué, c'est comment, en termes de négociation politique, le fait qu'un pays du Nord puisse refuser, c'est un des projets notamment du gouvernement actuel en France, de prendre en charge de façon complète les problèmes de santé de migrants récents, peut en fait avoir des impacts négatifs considérables sur la résilience du système de santé français lui-même, puisqu'on peut ainsi laisser rentrer et éventuellement se développer certaines maladies qui auraient été complètement contenues si les migrants étaient effectivement pris en charge immédiatement. Donc à ce titre, je pense que cette question de résilience sanitaire, elle va s'inscrire aussi dans une négociation Nord-Sud. Et pour reprendre ce que François rappelait tout à l'heure d'un point de vue théorique sur les notions d'équilibre, au cœur de ces négociations, qu'est-ce qu'il y a peut-être? C'est cette idée qu'il faut accepter un nouvel équilibre. Et quand vous avez des négociations en termes de commerce international et de droit de la propriété intellectuelle, vous avez clairement des prises de position qui vont essayer de défendre un ancien équilibre, où le droit des multinationales à mettre en avant leurs brevets est respecté, et puis d'autres acteurs qui vont appeler à un changement de régime vers un nouvel équilibre où le droit à la santé va prévaloir et donc va permettre éventuellement de rééquilibrer en termes de production, d'importation de médicaments génériques. Merci. Je suis désolé, Michel, on est plutôt d'accord avec... Moi, les exemples sont... Enfin, je pense que c'était très, très clair. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à raconter, simplement pour avoir été observateur de ce que j'ai un tout petit peu raconté au niveau européen. Et au niveau c'est un peu comme ça aussi qu'on avait préparé la conférence de 2014, des relations entre les gens qui travaillent sur le développement et les gens qui travaillent sur l'humanitaire. Et d'utiliser la résilience comme un concept médiateur pour les deux, et d'une certaine façon pour obliger les gens qui travaillaient d'après les humanitaires, plutôt conduits par les humanitaires, pour que les gens qui travaillent sur le développement viennent travailler avec les gens les plus vulnérables, pour que eux, les humanitaires, ne reviennent pas en permanence, je caricature, au même endroit parce qu'il n'y a pas eu de développement. Donc au niveau... Et hier, il y avait, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, hein, Siti Alphen, à un moment donné, parce que c'était un bon exemple. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà. Si vous voulez prendre la parole, vous pourrez compléter, parce que c'est ce que moi, je trouve que c'est un peu ce que vous avez présenté. Et sinon, je retrouve tout à fait cette notion de rapport Nord-Sud. C'est d'ailleurs pour ça que le concept de résilience est assez critiqué par des politistes, puisqu'ils considèrent que... et là, Federica Mogherini était assez claire et allait dans le sens de Marc. Hein, on n'a pas envie d'avoir de crise de réfugiés, donc ce serait bien qu'il soit résilient. Voilà, au coût potentiel de l'action militaire. Hein, donc ça place dans un cadre positif la résilience un certain nombre d'actions. Donc là, je pense que c'est la résilience du Sud et la résilience, c'est notre résilience dont on parle aussi dans ces éléments-là. Donc c'est aussi pour ça que le concept est assez critiqué. Il y a des grosses critiques sur que c'est une façon d'affaiblir aussi des États, parce que la résilience socio-écologique, on est beaucoup sur des approches telles que je les développe et que je l'ai présentées aussi, sur des approches collectives, de biens communs, locales, avec des communautés, ce qui peut affaiblir les États. Voilà, donc il y a quand même
sur ce volet-là beaucoup de critiques du concept de résilience aussi. Mais vous voulez... Alors bonjour, si je peux prendre l'exemple des États fragiles, je dirais que les agents de développement se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes d'efficacité au niveau de l'aide au développement dans les États fragiles. Déjà le concept posait problème, mais introduire la résilience, c'est aussi introduire l'idée de l'enjeu individuel, comme vous avez dit. C'est mettre les États fragiles en leader de leur développement. Donc c'est leur dire, à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui retirez vos sources, parlez de vos sources de fragilité et mettez en place vos propres capacités. Donc montrez-nous vos ressources positives pour pouvoir aller de l'avant. Donc les États fragiles se retrouvent, normalement dans la stratégie qu'on leur propose, leader de leur fragilité. Mais on leur demande aussi cette fois-ci donc de réfléchir à leurs critères de fragilité, mais aussi de décider de comment on va allouer les financements. Donc on a montré hier que c'était un concept assez positif pour eux parce que les agents de développement se sont rendus compte qu'on a des États où les institutions sont parfois absentes, mais on doit continuer à les aider. Donc je pense que c'est là où on se retrouve face à cette problématique du Nord-Sud, c'est vous voulez mettre en place vos propres stratégies de développement, mais aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas en mesure, je ne sais pas si je réponds à vos questions, de définir leur propre stratégie de résilience. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Non, c'est très clair. Bon, c'est une situation que je pense les personnes qui ont travaillé dans des programmes de recherche en Afrique, et notamment des programmes de recherche pour le développement, ont rencontré. Hein, donc ce genre de problème se pose aux Comores, mais également dans un certain nombre de pays d'Afrique. C'est assez classique hein, dans les pays en développement. On avait ensuite une question, plutôt deux volets de questions de professeur Alioune Khan, hein, qui demandait une clarification sur la résilience, en tout cas qui se plaignait que la résilience était peut-être mal utilisée ou pas bien comprise hein, dans certains milieux, et qui parlait aussi qui interpellait François Bousquet sur l'érosion de la résilience et l'utilisation de ce terme. Hein, qu'il a employé tout à l'heure hein, dans son intervention. François. L'utilisation du terme érosion de la résilience, c'était un peu pour répondre au fait qu'on n'est pas seulement dans la relation avec un choc à un moment donné. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, et je le trouve intéressant parce qu'il permet, on dit toujours, bon, ben, il y a des trajectoires, il y a des cycles. Quand est-ce que va arriver la catastrophe, quand est-ce que le système va s'écrouler, des choses comme ça. Et pratiquement personne n'a jamais réussi à placer un système sur une trajectoire théorique en disant il ne reste plus que 3 jours, 3 heures ou 3 ans avant que ça s'écroule. Par contre, cette idée intéressante d'érosion de la résilience, c'est des idées de processus, c'est de regarder les endroits où on est en train de perdre des capacités de réponse et de s'enfermer petit à petit dans une situation où même un petit choc va faire exploser tout le système. Donc c'est pour ça que j'aime bien c'est pour ça que je trouve que cette image est assez parlante d'érosion de la résilience. Et après, à propos de la confusion, je suis d'accord avec vous, mais je sais pas comment faire, sauf à expliciter à nouveau les différentes écoles, faire vraiment un effort de communication, parce que la résilience qui vient des systèmes socio-écologiques n'est pas exactement n'a pas les mêmes fondements que celle qui travaille dans le développement, que dans la résilience psychologique. Donc l'idée par contre, ce qui est à peu près clair maintenant, l'école de Stockholm, par exemple, pendant longtemps, a toujours pensé qu'il pourrait arriver à faire un cadre intégrateur, unifiant, etc. Même eux ont renoncé à cette idée-là. Je pense qu'il y a plus une espèce de discussion et de débat sur l'histoire des idées, qui est importante, mais l'histoire des idées qui vient de différentes origines,
Et aussi, il y a différents intérêts à développer ces concepts-là. C'est mon commentaire. Merci François. Encore une série de questions aux deux interlocuteurs. Monsieur qui est à droite, là. Oui, bonjour, Armand Taranco, ex-Marseille Université. Voilà, j'avais une question. On a parlé tout à l'heure des trajectoires, on a parlé des états, des transitions éventuelles. Est-ce qu'il y a des tentatives de modélisation de la résilience par des réseaux de pétri? Par des réseaux de pétri, voilà. Isabelle Droit. Oui, moi j'avais une question concernant cette notion d'érosion de la résilience. Bon, nous on s'intéresse aussi beaucoup au processus et aux trajectoires. Je voudrais savoir quelle différence il y a avec la vulnérabilité. Parce que nous, on travaille sur la construction des vulnérabilités, on voit que quand la vulnérabilité ou les vulnérabilités s'accroissent, effectivement qu'il y a un choc, et si un choc arrive, il a des conséquences beaucoup plus graves que quand la personne ou la communauté avait des variables d'état plus solides. Donc je voulais savoir comment vous voyez la différence entre ces deux notions. Merci. Alors, en tant qu'expert, non, mais je crois que c'est la même. Enfin, je vois bien la dynamique d'érosion ou de construction. Que c'est symétrique, quoi. Je vois. Simplement, dans l'idée d'érosion, je ne sais pas si. Alors, vous allez répondre pour construction de la vulnérabilité. Il y a cette idée de la résilience, pour moi. Une idée apparemment qui était discutée, la différence de la résilience par rapport à la vulnérabilité, c'était l'idée d'avoir des réponses à de multiples chocs. Enfin, il y a pour la résilience, il y aurait plus une histoire des chocs, des perturbations, etc., qui fait que s'érode potentiellement la résilience quand des pasteurs vendent leurs troupeaux régulièrement, alors qu'il y a une grande sécheresse, une grande crise des marchés, etc. Petit à petit, il y a une érosion de la résilience. Mais c'est vous qui pouvez répondre si dans la construction de la vulnérabilité, donc si résilience est un peu associée à cette idée un peu plus historique, il y a une controverse qui dirait que résilience est un peu plus historique que les vulnérabilités, mais les spécialistes de la vulnérabilité répondent aussi que non, c'est pas vrai. Donc j'aurais tendance à dire que c'est la même chose. Ouais. Et sinon, oui, pour les réseaux de pétri. Les réseaux de pétri, c'est une méthode de modélisation distribuée. On a fait une thèse qui est sur la modélisation de la chasse dans les forêts camerounaises par des réseaux de pétri. Je pourrais vous en parler. C'est des systèmes distribués je pourrais vous en parler. Mais la difficulté, c'est que c'était, juste pour dire que la difficulté, on n'a pas repris parce que c'était très mathématique. Ça a un coût d'entrée mathématique, comme on dit, très fort. Moi, j'étais pas capable. L'étudiant était capable, pas moi. Et aussi, comme toutes les choses très cadrées mathématiquement, ça fait des systèmes très simples à étudier, même si on introduit de la complexité. Alors que... Voilà, qui sont très abstraits, très, très abstraits. D'accord, donc on va voir. Est-ce qu'il y a encore une question? On approche de 10h30. Peut-être Nathalie? Une question pour François Bousquet, Nathalie Potier, Université de Versailles. Géographe. En ce qui concerne la modélisation multi-agent sur laquelle vous travaillez, pour laquelle vous êtes expert, pensez-vous que la résilience individuelle puisse contribuer à une résilience collective? Et est-ce que vous avez des exemples concrets de cas où avoir étudié le comportement des agents et les interactions entre les agents à travers ce système multi-agent a conduit les pouvoirs publics à orienter différemment leurs décisions en situation d'après-choc, par exemple, sur des cas concrets? Ou comment ce système multi-agent peut permettre aux décideurs, peut fournir une aide à la décision aux décideurs politiques?
Bon, on va dire que c'est la dernière question. Hein. Donc, bon, encore une, hein, et après c'est la dernière, hein, parce qu'on va arriver à 10h30. Donc, Bon, Karbash Nabil, doctorant à l'Université de Bijaya et de l'IR de Montpellier. Moi, j'ai une question concernant les décisions d'IA et dont les thèmes se trouvent au cœur de vulnérabilité citée dans l'agenda de développement durable. Et la question concerne justement quelle est la place de ces approches de résilience dans les objectifs de développement durable, notamment les 17, parce que si on prend la santé, l'environnement ou le changement climatique, pratiquement, il se trouve dans les 17 ODD que les pays doivent atteindre d'ici 2030. Merci. ok, merci. Donc, tout d'abord, peut-être François, donc, pour la question de Nathalie Potier. Est-ce que les systèmes multi-agents ont servi d'aide à la décision? Mais nous, les systèmes multi-agents, pour moi, c'est modélisation des comportements, des représentations d'agents, d'entités, et leurs interactions, et comment émergent des formes de cela. Mais ça peut se faire soit, et tout le monde a entendu parler de ça, par des représentations informatiques, d'avoir modélisé ça dans un ordinateur avec des plateformes. Mais nous, on les a aussi implémentés d'une certaine façon sous des formes de jeux. Un jeu de rôle, pour moi, c'est un système multi-agent. Aujourd'hui, de pièces de théâtre. Et donc, ces outils-là, ils peuvent être utilisés. Moi, je n'ai pas fait ça récemment, mais j'ai des collègues qui font ça, Claude Garcia sur les forêts camerounaises, Frédéric Jankowski et Patrick Daquino ont fait ça au Sénégal. C'est de vraiment faire des représentations qui passent dans des ateliers de politique, dans des ateliers de gouvernance, où on fait des représentations du système tel qu'il existe, de l'avis des différents intervenants. Par exemple, Frédéric Jankowski a fait une pièce de théâtre sur la question de pastoralisme au Sénégal, en allant dans les bureaux de l'ISRA, chez les spécialistes, en allant chez les éleveurs, et a porté cette pièce de théâtre auprès des uns des autres pour une discussion sur l'évolution de l'élevage. Et ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte dans le processus politique. Mais à mon avis, on n'est pas dans la situation de simulation par le théâtre ou par l'informatique qui donnerait des solutions, éclairerait le décideur pour des solutions. On est plus dans cette espèce de représentation par de la maïotique. Après, des exemples de réalisation concrète issus de ce processus, oui, il y en a quelques-unes. Donc pour la dernière question de notre ami doctorant de Montpellier là, sur la place de la résilience dans les ODD, Marc me dit de transférer la question à Vincent Géronimi, donc il va nous faire le point sur cette question délicate. Merci beaucoup Marc, merci Pierre. Alors comme il y en a 17, je vais commencer par les lister un par un pour expliquer quelle est leur relation avec la résilience. Non, évidemment je plaisante, ça nous amènerait un peu loin, mais simplement une réflexion d'ordre très général, parce que à ma connaissance, de ce que je connais des ODD, des 17 objectifs, la résilience n'est pas citée explicitement. Corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, moi je vois les déclinaisons au niveau local, et c'était un peu l'intérêt et la nouveauté de ces objectifs de développement durable, c'était de laisser une très large marge d'interprétation aux États dans la définition des indicateurs qui sont extrêmement nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à plus de 250 indicateurs pour renseigner ces 17 ODD. Et on peut imaginer que la résilience, à un moment ou à un autre, elle doit quand même arriver à travers certains de ces indicateurs, suivant les déclinaisons locales. Et justement, c'était un peu l'enjeu de ces objectifs de développement durable. C'était par rapport aux OMD, aux objectifs du millénaire pour le développement, c'était de laisser une très large marge d'interprétation, de mise en contexte par les différents États. Alors, pouvoir aujourd'hui en tirer une règle générale sur la prise en compte et la façon dont serait prise en compte la résilience dans les objectifs du développement durable, moi, j'en suis pas capable, quoi, très clairement. Justement, je n'ai jamais trouvé le concept de résilience dans l'ensemble des cibles, surtout
la résilience, certes, ce sont des vulnérabilités. Tous les 17 indicateurs, ce sont des vulnérabilités, que ce soit au niveau national ou à l'échelle locale. Mais concernant les approches de résilience, ça n'ont jamais été suivi. Voilà, je pense que on a fait notre débat, hein, on a abordé pas mal de questions. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette première séance.